Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique à la une de l'actualité du continent. Il y a le Cameroun où 5 jours après le massacre de 23 personnes dans la région anglophone du pays, les témoins pointent du doigt l'armée. L'ONU, elle, demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Nous vous emmènerons à Kinshasa où se déplacer est devenu un véritable cauchemar. Les projets de construction de ponts piétinent et la promesse de campagne du président Tshisekedi de désengorger la capitale semble désormais bien lointaine. Et puis nous terminerons cette édition africaine en couleurs et en musique à Abidjan. Le carnaval de Cocody met à l'honneur les liens entre la Côte d'Ivoire et les Antilles. Reportage à suivre dans quelques minutes. Une enquête indépendante, impartiale et complète, voilà la requête des Nations Unies après la mort de 23 personnes vendredi au Cameroun. Les faits se sont déroulés dans la partie anglophone du pays, en proie régulièrement à des violences depuis maintenant 4 ans. Selon des témoins, une quarantaine de personnes armées ont attaqué un village du nord-ouest du pays. Marcel Amoko. Même s'il est encore très difficile de savoir exactement les circonstances du drame qui a eu lieu dans ce village du nord-ouest anglophone, l'émotion est loin d'être retombée ici au Cameroun. 5 jours après ce que certains commentateurs appellent déjà ici le massacre de la Saint-Valentin, il reste encore de nombreuses zones d'ombre. D'abord, le bilan, 23 morts, en majorité des enfants et des femmes, dont certaines enceintes, selon l'Agence humanitaire des Nations Unies. Un bilan contesté par l'armée camerounaise qui affirme avoir tué 7 terroristes qui s'étaient retranchés dans la maison visée et que 5 autres civils seraient morts lors d'un incendie qui s'est déclenché lors des combats. Écoutez le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Cyril Atonfak. Le ministère de la Défense refute clairement et complètement les allégations, les chiffres avancés par OCHA qui sont en contradiction totale avec ce qui s'est passé sur le terrain. OCHA n'a jamais été sur le terrain. OCHA ne peut pas y aller avec l'insécurité qui y règne. Je tiens à préciser ici que pour les forces de défense du Cameroun, un mort, c'est déjà beaucoup. À plus forte raison lorsqu'il y en a 4. Et donc, au cours de nos opérations militaires, toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait le moins de dégâts collatéraux possibles, pour que ça touche le moins possible les cibles civiles. Mais il n'empêche que, de temps en temps, ça peut arriver. L'armée a parlé de victimes collatérales ou de malheureux incidents après cette tuerie, alors qu'elle est soupçonnée ou accusée par certains activistes sécessionnistes, mais aussi par des voix de la société civile et des défenseurs des droits humains. Le Cameroun a ordonné l'ouverture d'une enquête que l'ONU souhaite indépendante, impartiale et approfondie dans une guerre qui a déjà fait au bas mot 3000 morts en 3 ans dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Au moins 20 morts et plusieurs blessés à Difa, dans le sud-est du Niger. C'est une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés qui a tourné au drame. Elle a provoqué une bousculade mortelle. Le bilan reste toujours provisoire. La République démocratique du Congo, à son tour, une nouvelle fois endeuillée. Au moins 10 personnes ont été massacrées lundi soir près de la frontière ougandaise, ce qui porte donc à 393 le nombre de victimes dans cette région depuis novembre dernier. Une nouvelle tuerie que les autorités attribuent une nouvelle fois au groupe armé rebelle ADF, les forces démocratiques alliées. En République démocratique du Congo toujours, c'était une promesse de Félix Tshisekedi, construire des ponts pour désengorger le trafic routier. Mais entre retard accumulé, problèmes de financement, voire suspicion de détournement de fonds, la circulation, elle, continue d'empirer. Pierre Delrieux. Des embouteillages interminables au centre-ville de Kinshasa, une scène quotidienne qui s'est empirée ces derniers mois. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Félix Tshisekedi, les habitants ont vu leur temps de trajet plus que doubler et le coût grimper en flèche. À l'époque, j'ai consommé un peu de litres d'essence. Même sous le coût de la vie, ça a un coût. C'est compliqué, on ne sait pas comment c'est géré. On dépensait pendant 18 ans 500 francs, mais pour le moment, nous commençons à dépenser 2500 pour arriver en ville. Et les autres, on va jusqu'à 3500. D'en arriver là. Le président Tshisekedi, investi l'année dernière, avait promis une série de routes, appelées sauts de moutons, passant au-dessus des boulevards encombrés de la capitale. Mais plus d'1 an après son investiture, seulement 30% des travaux sont terminés. Des retards liés à des problèmes de collecte de fonds selon le gouvernement, qui ont fait naître des soupçons de corruption au sein de la société civile.
La situation est devenue une véritable crise pour le président qui s'était engagé dans son programme des 100 jours à moderniser le pays et éradiquer la corruption. Pourtant, selon l'Observatoire des dépenses publiques, un groupe congolais pour la transparence, le gaspillage n'a fait que s'aggraver. Nous avons demandé au Premier ministre, recommandé, qu'il ne décaisse plus rien tant qu'un audit sérieux n'a pas été fait sur le projet Saut des moutons et sur l'ensemble du programme donc, de 100 jours. Parce qu'à ce rythme, on va arriver à 5 millions en un rien de temps. Le 8 février, le procureur de la République a ouvert une enquête sur les retards des travaux publics annoncés par le gouvernement, dont la réhabilitation des routes, mais aussi d'écoles et d'hôpitaux. 2 jours plus tard, les chantiers abandonnés jusqu'alors ont repris sur plusieurs sites, après que le gouvernement a décidé d'affecter 3,5 millions de dollars supplémentaires, promettant une fin des travaux d'ici juin 2020. L'actualité africaine en bref et en images avec la Libye, où le port de Tripoli a été mardi la cible d'une attaque. Les forces du maréchal Khalifa Haftar auraient visé un navire turc. Il transportait des armes destinées aux forces de Fayez El-Sarraj. Des affrontements qui ont contraint tous les navires transportant du carburant à évacuer la zone. Arrestations, détentions arbitraires ou encore traitements inhumains, c'est en substance ce que reproche une trentaine d'anciens opposants à Kalev Matundo, l'ancien chef du renseignement congolais, mais aussi proche de l'ex-président Kabila. Cette plainte fait suite à celle déposée en 2016. Et puis Lionel Zinsou, condamné en appel à 4 ans d'inéligibilité et 5 millions de francs CFA d'amende. L'ancien Premier ministre béninois a été reconnu coupable de dépassement de frais de campagne électorale. Les juges ont en revanche rejeté le chef d'accusation de faux et usage de faux. Des négociations, mais toujours pas d'accord en Tunisie. Le Premier ministre Elias Farfar a jusqu'à vendredi pour soumettre sa proposition de gouvernement au vote des députés. En cas d'échec, le président Kais Saied menace, lui, de dissoudre le Parlement. 4 mois après les dernières législatives, les négociations battent toujours leur plein. Le président tunisien Kais Saied prévient, si le Parlement refuse d'accorder sa confiance au futur gouvernement, il faudra convoquer de nouvelles élections anticipées. Si on en arrive à ce point, il est possible, comme le stipule la Constitution, de recourir au peuple car c'est lui le souverain. Le peuple accorde et retire sa confiance à qui il veut. La loi et le peuple tunisien ont le dernier mot. Le Premier ministre désigné, le social-démocrate Elias Farfar, a dévoilé la composition de son équipe samedi. Sa proposition a été rejetée par le parti conservateur Ennahda, majoritaire au Parlement, mais aussi par le deuxième plus grand parti, Qalb Tounes. Ce dernier souhaitait que son dirigeant Nabil Karoui soit Premier ministre. La Tunisie est sans gouvernement depuis les élections d'octobre dernier. Le vote n'a abouti à aucune majorité absolue au Parlement. Les islamistes d'Ennahda ont été les premiers à essayer de former un gouvernement, mais n'ont pas réussi à convaincre leurs collègues députés. Désormais, Elias Farfar a jusqu'au 20 février pour convaincre 109 législateurs de voter pour sa proposition. En cas d'échec, le pays organisera sa 4e élection législative depuis la révolution de 2011. C'est une problématique qui dure depuis des années en Afrique du Sud. Celle des mineurs illégaux. Entre 8 000 et 30 000 mineurs illégaux travailleraient dans le pays. L'an dernier, le gouvernement a accordé 800 licences, mais ceux qui n'en ont pas obtenu sont furieux. Les violences, elles se multiplient. Au début du mois, 9 mineurs originaires du Lesotho ont été lynchés à mort. Nicolas Germain. C'est le plus grand trou jamais creusé par l'homme. Nous sommes à Kimberley, en Afrique du Sud. C'est la capitale du diamant. Plus de 800 mineurs illégaux ont reçu l'autorisation de travailler ici. Le gouvernement voulait limiter le marché noir et augmenter ses recettes fiscales. Mais ceux qui n'ont pas obtenu de licence sont nombreux, leur colère monte et les violences se multiplient. Le problème qu'on a, c'est que les mineurs illégaux veulent venir ici. Mais ils ne sont pas sur les registres. Alors ils forcent le passage et ils ont des armes à feu. Le directeur de la mine menace de fermer les opérations. Selon lui, les violences commises par les mineurs illégaux lui coûtent trop d'argent.
On a dû tirer des milliers de balles en caoutchouc pour empêcher les mineurs de venir sur notre site. Régulièrement, les barrières autour de notre mine sont arrachées ou détruites. Un autre problème est que les experts pensent que dans 5 ans, il n'y aura plus de diamants à Kimberley. En Afrique du Sud, le nombre de mineurs illégaux est estimé à plusieurs dizaines de milliers. D'après l'Organisation internationale du travail, les mineurs illégaux assurent jusqu'à 20% de la production mondiale de diamants. Il y a des liens que les années et la distance ne peuvent pas défaire. C'est le cas entre la Côte d'Ivoire, les Antilles et la Guyane. À Abidjan, ils sont nombreux à perpétuer les traditions communes à travers, vous allez le voir, le carnaval ou encore la cuisine. Reportage signé Thaïs Brook. Un plat guyanais à base d'épinards. Émilie vient de lancer sa petite entreprise et livre à domicile des plats bien de chez elle. Nous proposons des salades, des jus de fruits et de légumes, des plats surtout antillo-guyanais d'où je suis originaire. Après avoir hésité entre plusieurs pays, la jeune femme a choisi Abidjan il y a 2 ans pour son dynamisme. La Côte d'Ivoire est un pays qui bouge beaucoup en termes de business. Il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, elle ne regrette pas son choix malgré, parfois, quelques difficultés d'adaptation. Même si on a une culture assez similaire avec l'Afrique, il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles parfois ça bute un petit peu. Et c'est pas évident pour nous, surtout en tant que femmes, parfois de s'intégrer, de comprendre les codes, etc. Comme elle, par vagues successives depuis l'indépendance, des milliers d'Antillais ont choisi de s'installer en Côte d'Ivoire. Avec ce carnaval, la ville célèbre les liens historiques entre les deux peuples. Déjà venu parce que venu sur la terre des ancêtres et puis aussi partager ce moment culturel parce que je crois que le carnaval tel que nous faisons là-bas est vraiment proche de ce qui se passe ici. Le fondateur du carnaval, un Martiniquais venu prendre sa retraite en Côte d'Ivoire, parle de retour aux sources. C'est un retour pour certains Antillais sur la terre africaine et surtout sur la Côte d'Ivoire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Antillais qui sont originaires de la Côte d'Ivoire. Mais de l'aveu de tous, malgré la symbolique, le carnaval est avant tout l'occasion de faire la fête. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la suite de Paris Direct. Restez avec nous.